Voilà, alors ce soir je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment... Je vais vous parler de biologie. Voilà, de biologie, de communication chimique chez l'abeille domestique. Alors c'est un grand sujet parce que, voilà, de toute façon, depuis des siècles et des siècles, les hommes élèvent les abeilles ou cueillent le miel des abeilles. Les abeilles fascinent parce qu'on se demande comment des milliers d'individus peuvent cohabiter, être ensemble. Voilà, comment ça se passe? Comment se fait-il que ces abeilles, eh bien, elles travaillent en harmonie pour développer le nid? Donc, eh bien, on sait depuis longtemps que pour ça, elles utilisent un système de communication. Un système de communication extrêmement élaboré, et donc basé sur la communication chimique, mais aussi la communication vibratoire. Un des plus bels exemples, c'est la danse des abeilles. Hein, et là, c'est déjà très complexe. Donc je vais vous parler de ça ce soir, spécialement avec un angle de la communication chimique, parce que c'est mon domaine. Donc voilà, l'abeille, c'est un insecte vraiment fascinant, et on se demande la question, comment ça marche? Ça marche avec des signaux qui sont impliqués dans la communication. Donc des signaux de type vibratoire. Donc vous voyez, là cette abeille qui danse, vous avez déjà vu ça dans une ruche vitrée. Hein, alors elle est en train d'indiquer à sa copine où est-ce qu'il faut qu'elle aille butiner. Donc par rapport au soleil qui est en haut, elle fait un angle qui est à peu près comme ça, par rapport au soleil. Donc l'angle il est comme ça, d'accord? Donc le soleil il est ici, il faut que je parte par là. Voilà, c'est quand même incroyable. Hein? En plus, plus elle vibre, plus ça veut dire vas-y, il y a de la bouffe. Donc vous êtes de ma bande et je vous dis ouais, là-bas il y a 10 € qui sont tombés à 2 km. Là. Bon, vous ne pouvez pas y aller, mais je vais vous le dire. Hein? Ou alors je vais vous dire, allez-y, il y a 200 000 € qui sont tombés juste derrière la maison, là, allez-y, allez-y. Bon, et pour ça, vous avez vu tout ce que j'utilise. J'utilise des mots, un langage, des phrases, et puis j'essaye avec ma main de faire ça. Eh bien, l'abeille, elle fait exactement la même chose avec cette danse que vous venez de voir. Ce qui est quand même, on a beau pouvoir l'expliquer, c'est quand même incroyable. Et von Frisch, il a eu le prix Nobel à l'époque de philosophie, parce que les philosophes à l'époque ne pensaient pas qu'une petite bestiole comme ça pouvait communiquer de cette façon-là. C'était incroyable. Alors, les Américains, quand ils ont vu que von Frisch il avait eu le prix Nobel, ils se sont dit quand même, on va vérifier et tout. Je ne sais pas s'ils étaient un peu jaloux, mais ils se sont dit, bon, on va quand même regarder ce qui se passe. Et ils ont eu l'idée de faire un robot d'abeille que je vous présente ici, et qui faisait aussi, qui pouvait donner à manger. Vous voyez, il y avait un petit tuyau, alors un petit tuyau ici qui donnait à manger à l'abeille qui suivait, et puis il faisait donc la danse en 8, et puis ça marchait pas. Ils ont rajouté l'odeur de la fleur, ça marchait pas, et ils sont aperçus qu'il y avait des vibrations qui étaient émises. Hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ces ingénieurs, ils ont eu l'idée de reproduire la vibration avec un petit électroaimant. Et ces petits électroaimants, ils l'ont mis sur leur robot. Hein, et là, ils ont pu, avec leur robot, dire aux abeilles suiveuses, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Et donc, ils ont comme ça démontré que von Frisch avait raison. Et ils ont démontré qu'il s'agit d'un langage complexe qui associe les vibrations, la communication chimique et la gustation. Alors la communication chimique, c'est vraiment très très intéressant. On communique au sein de la même espèce avec des phéromones. Nous les hommes, on produit des phéromones, les insectes aussi. Donc ça, c'est très connu, phéromones sexuels. Et ces phéromones sexuels, on les dit incitatrices. C'est-à-dire qu'elles sont émises à l'extérieur et elles induisent un comportement très rapide
de la part de celui qui reçoit cette phéromone. Une autre phéromone qu'on a découvert en premier chez la reine d'abeille, dans les années 60, c'est des phéromones modificatrices. Par exemple, imaginez que je sois la reine, enfin le roi, hein, là, et je suis en train de vous balancer des phéromones qui sont volatiles et qui sont en train de vous castrer. Alors rassurez-vous, on ne va pas rester très longtemps, donc ça ne va pas avoir d'effet. Hein, mais si on restait longtemps, ça pourrait avoir de l'effet. Voilà, eh bien la reine, elle fait ça. La reine, elle castre chimiquement toutes les ouvrières. Les ouvrières, elles sont capables de pondre, comme vous le savez, hein, les ouvrières pondeuses, mais elles ne pondent pas, parce que la reine, eh bien, avec ses molécules, elle empêche les ouvrières, elle dit c'est moi qui ponds. Hein, malgré ça, malgré ce système super où la reine empêche, eh ben, vous avez des petites tricheuses, hein, qui disent ben non, moi, soit elles se mettent à l'autre bout de la ruche, comme ça elles n'ont pas les phéromones, hein, et puis elles commencent à développer leurs ovaires, et puis elles vont pondre. Comme ça, elles disent ça sera mon fils, et puis ça sera pas le sien. Hein, c'est anthropomorphique, mais c'est quand même ça ce que ça veut dire. Manque de peau, les œufs de cette abeille pondeuse qui triche vont être reconnus chimiquement par les ouvrières qui vont les cannibaliser. Donc voilà, ça empêche ce phénomène qui peut exister de façon anarchique. Ça s'est passé en Australie il y a à peu près 10-15 ans, où ils avaient des colonies avec des reines, hein, avec une reine, mais il y avait plein d'abeilles qui pondaient. On appelait ça des colonies anarchiques. Et ces colonies-là, elles étaient vraiment, c'était l'anarchie, et rien fonctionnait, elles ne produisaient pas de miel, etc. Donc ça a été un beau sujet d'étude pour les chercheurs, mais voilà, ça peut exister. Vous voyez, c'est pas toujours noir et blanc dans la colonie, hop, il y a des petites tricheuses. Voilà, donc deux types de phéromones, les phéromones incitatrices, les phéromones modificatrices. Voilà, alors, l'idée c'est de savoir tout ça, comment ça communique. Hein, comment le couvain communique avec les ouvrières, comment les ouvrières, est-ce qu'elles communiquent avec le couvain, même chose avec la reine et les ouvrières, etc. Tout ça, comment ça marche? Parce qu'il faut que ça communique. Alors, ça communique avec des phéromones. On en connaît un certain nombre depuis longtemps, notamment la phéromone d'alarme. Il y a les gardiennes qui se mettent à celles-là, là, qui sont comme ça, à la sortie de la ruche, et puis dès qu'elles ont quelqu'un qui vient les embêter, toc, elles émettent cette phéromone qui est relarguée dans la colonie, et là vous avez des soldats qui sortent et qui piquent tout ce qui bouge. Hein. Donc ces phéromones, ces molécules on les connaît, notamment le 2-heptanol, l'isoamine acétate, etc. Depuis, vous voyez, les années 82, on sait ce que c'est. Bon. La phéromone de Nasanoff, alors celle-là on l'aime bien, parce qu'elle sent bon, vous voyez, c'est quand vous dérangez un peu vos abeilles, elles se mettent à faire le rappel. Et là, si vous regardez, vous avez très peu besoin d'enfumer. Parce que là, quand elles font ça, elles ne vous piquent pas, ça sent bon, la vie est belle, etc. Hein, et donc ces molécules-là, pareil, voilà encore, vous voyez, elle fait le comportement de rappel. On les connaît, ça sent bon parce que c'est du géraniol, du nérol, du citral, etc. Tout ça, c'est des odeurs de fleurs. Voilà. Elles utilisent aussi ces phéromones de Nasanoff lors de l'essaimage. Un autre type de phéromone maintenant. La reconnaissance des apparentés. Alors là, c'est très important de reconnaître les apparentés dans la colonie. Alors nous, on est tous des apparentés. Hein, voilà, avec une reine ou un roi. Mais comment on voit qu'on est des apparentés? C'est très important de se reconnaître. Pourquoi c'est très important de se reconnaître? Est-ce que vous le savez? Notamment à l'automne, par exemple. Le pillage. Voilà, le pillage. Si une colonie n'arrive pas à identifier qu'une abeille n'est pas de sa bande et vient piller, à l'automne, eh bien la colonie se fait piller et elle meurt l'hiver, elle meurt de faim. Donc au niveau adaptatif, c'est extrêmement important qu'on puisse reconnaître les apparentés. Comment ça se passe? Eh bien,
c'est qu'il y a des hydrocarbures cuticulaires, qui sont sur la cuticule des colonies et qui sont spécifiques de la colonie. Donc chaque colonie a son mélange, alors il y a à peu près entre 80 et 120 molécules. C'est des molécules, des chaînes de carbone comme ça, avec des méthyles ou pas dessus, enfin il y en a plein. Et c'est le mélange qui est important, et surtout les proportions de ce mélange. Alors comment ça marche? À l'émergence, une abeille émerge dans une colonie, et première chose qu'elle va faire, dans les 2 premiers jours, elle va apprendre l'odeur coloniale. Elle va mémoriser l'odeur coloniale, ce rapport de toutes ces molécules-là. Peut-être pas toutes, il y en a certaines qui jouent aucun rôle. Hein. Mais elle va apprendre l'odeur de la colonie, et puis après, au bout de quelques jours, elle va faire ce que vous voyez. En permanence, avec ses antennes, elle va toucher ses copines. T'es de ma bande, t'es de ma bande, t'es de ma bande. Ah, t'es pas de ma bande. T'es pas de ma bande, tu vires. Et si tu vires pas, je te pique. Vous voyez ça? Et c'est la raison pour laquelle, quand vous mettez des abeilles qui viennent d'émerger, des naissantes, hein, juste nées, dans une autre colonie d'abeilles, celles-là, elles sont neutres. Elles sont neutres au niveau chimique. Donc elles vont s'imprégner de l'odeur de la colonie, donc elles vont être acceptées par les autres, mais elles vont apprendre l'odeur de la colonie dans laquelle vous les avez mises. Et donc elles vont défendre des abeilles qui initialement n'étaient pas de leur bande, parce qu'elles ont mémorisé, voilà. Alors, c'est encore intéressant ce truc-là, parce qu'elles font ça surtout à l'automne, quand il n'y a rien à bouffer. Mais au printemps ou au mois de mai, quand il y a vraiment plein à bouffer, et ben en fait, là il y a plein d'erreurs. Et là, si vous ramenez avec votre pollen ou votre nectar dans la colonie, et ben personne ne vous dira rien. Donc on parle d'ouverture de la colonie. Hein, quand il y a de la bouffe partout, d'accord, tu peux venir. Et puis à l'automne ou en hiver, non, là excuse-moi, mais tu viens pas, c'est pas possible. Maintenant, parlons de la phéromone royale. La phéromone royale, elle est extrêmement importante. La phéromone de la glande mandibulaire. Alors, elle a été identifiée dans les années 60 par une équipe de l'INRA, Mademoiselle Pain et Monsieur Barbier à l'époque. On a été avant les Anglais, mais ils ont prétendu l'inverse, mais c'est faux. Je peux vous montrer les publications, parce qu'à l'époque, il y a eu ils se sont un peu frités là-dessus, quoi. Et donc, voilà, cette phéromone mandibulaire, la voilà. Et donc, Pain et Barbier et Butler aussi, juste après, enfin, peu après, on s'en fiche, ils ont identifié ce 9-ODA, qui est une molécule qui est vraiment extrêmement puissante sur le comportement et sur la physiologie des ouvrières. C'est vraiment très très puissant. Voilà, et c'est cette phéromone mandibulaire où la reine, elle a un effet sur donc l'essaimage, le comportement de cour, hein, donc ça c'est cette phéromone. Le 9-ODA, c'est la phéromone sexuelle, ou au moins une partie. Et puis on sait qu'il y a des phéromones qui marquent les œufs des reines, et ça on les a toujours pas identifiés. Il y a beaucoup d'équipes qui sont cassées les dents là-dessus. On ne sait pas pourquoi, et enfin on sait que les œufs de reine sont marqués, mais on ne sait pas avec quelle molécule, et qui les différencie des œufs d'ouvrières pondeuses. On ne sait pas. Voilà, alors, donc, le 9-ODA, molécule très importante. Ensuite, il y a le professeur Keith Slessor de l'université de Vancouver, qui a identifié ces autres molécules. Donc là, ces deux molécules-là, elles sont racémiques, et ces deux molécules-là, et ça, c'est des molécules qui agissent sur le comportement de cour. Le comportement de cour, il est très important parce que, comment ça se passe? Les ouvrières lèchent, ou les ouvrières touchent avec leurs antennes l'abdomen de la reine et se chargent de la molécule, notamment celle qui castre. Donc la prennent pour elles, se castrer, mais comme elles vont toucher leurs copines de partout,
et ben la molécule, elle va se disperser dans la colonie très facilement. Hein. Par contre, quand il fait au printemps, là, juste avant l'essaimage, où vos ruches elles sont blindées d'abeilles, ben, si la reine elle est d'un côté de la ruche et que vous êtes une ouvrière de l'autre côté, et ben, il n'y aura plus assez de phéromones royales pour inhiber la construction des cellules et éventuellement vos ovaires. Donc c'est là qu'elles vont commencer à construire les cellules et puis elles vont partir ensuite et elles vont essaimer. Donc ces molécules agissent sur l'essaimage, la copulation, l'inhibition de l'élevage royal. Au niveau hormonal, elles inhibent une hormone dont on va parler tout à l'heure, l'hormone juvénile, qui induit le butinage. Et alors ce qu'on a montré aussi avec Winston et Slessor, c'est une première collaboration que j'avais eue avec eux, vous voyez, il y a quelques temps, c'est qu'on a montré que la phéromone royale, notamment le 9-ODA, elles incitent les ouvrières à construire de la cire au format d'ouvrière. Ce qui est vraiment très important. Parce que quand la reine, elle essaime, normalement, elle va refaire son nid, la colonie va refaire son nid. Et là, les ouvrières, elles sont pleines de cette phéromone. Et donc, elles vont construire au format d'ouvrière. Et c'est vachement adaptatif parce que il faudrait pas qu'elles construisent au format de mâle. Parce que quand on construit son nid, ce dont on a besoin, c'est de force vive et non pas de mâle qui foutent rien. Hein, et donc, et on a montré aussi que plus le nid est grand, moins il y a de phéromones, et là, sur la périphérie, on met le couval mâle. Ça vous va? Hein, donc c'est quand même pas mal, hein, le système. Hein. Voilà, et alors, ce monsieur Slessor, lui, il a travaillé plusieurs années de sa vie, une dizaine d'années de sa vie, sur la phéromone mandibulaire, et il avait un test, c'est ce test-là, avec une boîte de pétri, et puis là, un petit tube en verre, et au bout, ce qu'il appelle une fausse reine en verre. Et sur cette fausse reine en verre, il met un peu de 9-ODA ou des molécules que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis, quand il fait un extrait de reine total, avec un solvant, eh ben, il obtient une réponse de cours beaucoup plus forte qu'avec ces 5 molécules. Alors, il se dit, bah, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Bon. Alors il a passé voilà, pas mal d'années pour montrer que quoi? Que manque-t-il? Eh bien, il manque, donc ça agit certainement en synergie ou c'est additif. Hein, et qu'est-ce qu'il montre? 4 nouveaux composés qu'il ajoute au bouquet de la phéromone mandibulaire. Ces 4 composés, les voici, bon, peu importe. Par contre, je vous demande de vous souvenir de méthyloléate. D'accord? C'est quoi? Comment vous l'appelez? Méthyloléate. D'accord? Tout à l'heure. Ok? Alors, méthyloléate tout seul, et les autres, ils font rien. Ils font rien. C'est que si vous les rajoutez au 9-ODA, où la réponse va être beaucoup plus importante. Donc c'est ce qu'on appelle des réponses de synergie. Tout seul, je ne fais rien, c'est si je me mets à 2 que je fais quelque chose. Donc vous voyez déjà la complexité. Hein, on n'est pas du tout là dans le papillon, vous savez, la phéromone sexuelle, une molécule qui va attirer le partenaire sexuel opposé. Non, là on est vraiment dans un système très complexe. Et on parle aussi, pour cette phéromone-là, est-ce que c'est une phéromone de dominance? Ben oui, parce que moi je suis en train de vous castrer, donc je vous domine chimiquement. Mais on pense aussi que la reine émet un signal honnête. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand la reine physiologiquement va bien, elle émet un signal, alors on ne le connaît pas ce signal honnête, c'est peut-être tout simplement le signal émis par des larves qui sont leurs filles, donc c'est peut-être un signal de la génération d'après, qui détermine ce signal honnête. Parce que comme vous le savez,
Quand la reine elle commence à débloquer, qu'est-ce qu'elle fait? Pof, elle est tuée par enfin, elle est remplacée, elles font des cellules de remplacement, on appelle ça. Et puis, une fois... La super cellule. Voilà, la super cellule. Et puis, elle change la vieille reine par une jeune reine. Et on pense que ça... Voilà, il y a un signal honnête, mais on ne l'a pas encore découvert. Alors, vous savez, chez les insectes, se reproduire, c'est simple et c'est compliqué. Il faut que la femelle soit fécondée par le mâle. Ensuite, par exemple, ce beau papillon, ce qu'il faut, c'est qu'il trouve un support idéal pour poser ses œufs. C'est déjà compliqué, parce que s'il est inféodé à un végétal, il faut qu'il trouve le végétal, etc. Bon. Mais une fois qu'il a pondu ses œufs, il s'en va, et puis après, advienne que pourra. Les œufs deviennent des petites chenilles, la chenille ensuite se met dans une chrysalide, et puis ça devient de nouveau un super papillon. Voilà. Alors, chez les insectes sociaux, c'est complètement différent. Les guêpes, les fourmis et nos chères abeilles, c'est complètement différent. Les immatures sont complètement dépendantes des adultes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les adultes reconnaissent les larves. Y a-t-il une larve dans la salle? Ça dépend. Oui ou non? Bon, alors on aurait dit oui. Bon, vous avez quel âge? Hein, vous avez faim, vous avez chaud, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Imaginez que vous soyez complètement dépendant, comme l'est le nourrisson avec sa maman, hein, il est complètement dépendant. Bon, quand il a faim, il crie, les larves ne crient pas. Hein, alors comment ça se passe? Mais il faut absolument que ça communique, sinon si ça ne communique pas, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, alors comment ça communique? Alors, on sait de toute façon que, voilà, il faut que l'abeille reconnaisse tout ça. Et puis, on sait aussi depuis très longtemps que le couvain ouvert a des effets modificateurs, c'est-à-dire, comme je vous castre, par exemple, sur les ouvrières. Notamment, le couvain ouvert inhibe le développement des ovaires des nourrices et stimule leur glande hypopharyngienne. Ça tombe bien en fait, hein. D'accord? Donc moi, vous êtes une larve, vous n'avez pas du tout envie que moi je commence à préparer des bébés ou que, voilà, et vous voulez que la lactation soit bonne, comme ça je peux vous nourrir. On est d'accord? Hein? Bon, voilà ce qu'on savait il y a 40 ans. Bon. Alors, là-dessus, voilà, l'histoire, ça commence quand j'étais à Bure-sur-Yvette, il y a quelques années, et j'entre en thèse. Et mon job, c'était de savoir comment le varroa est attiré par les larves d'abeilles. Parce que comme ça, d'abord on ne connaissait rien, et on se disait peut-être qu'on pourra faire un piège après pour l'attirer et puis le piéger. Donc on a trouvé un certain nombre de molécules après s'être planté vraiment pendant de nombreuses années. Hein. Finalement on a trouvé des composés qui faisaient ça. Mais là, c'est pas l'objet de ce soir. Mais on a trouvé, voilà, ces 10 molécules que vous voyez ici sur un chromatophase gazeuse, 10 molécules qu'on a identifiées et qui n'avaient pas été identifiées auparavant sur les larves d'abeilles. Parmi ces molécules-là, vous en avez 3 ou 4, je ne me rappelle plus, je devrais le savoir, qui attirent le varroa. Donc c'est émis par la larve et ça attire le varroa. Ok, bon ça c'était bien, on m'avait demandé de le faire, on l'a fait, on était content, blabla. Mais ce qu'on a pu voir avec Jérôme Trouillet, qui était le chimiste qui faisait sa thèse, lui plus sur la chimie et moi sur le comportement, eh bien Jérôme, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait 5 à 20 fois plus d'ester pendant l'operculation de la cellule. Et on ne savait rien hein, sur la communication chimique entre les larves et les abeilles. Et donc, voilà, on s'est mis à rêver et on se dit, mais après tout, ça se trouve, ce sont des phéromones d'operculation. Pourquoi pas? En plus, bon, c'était pas... moi, c'était pas mon job de faire ça pendant ma thèse. Mais vous savez, en plus, je dormais au labo, moi, donc j'avais du temps. Je me suis dit, tiens,
Les molécules, si on les a pas... Là, il y en a une molécule, par exemple, on travaille sur la reine. Ça fait 2 ans qu'on essaye de savoir ce que c'est, et on se casse les dents, et ça nous coûte cher en plus. Ces molécules-là, c'est des molécules, vous les achetez chez Sigma, ça vaut pas très cher, donc j'avais toutes les molécules. Donc je me dis, bah, tiens, ce qu'on va faire, on va faire des applications topiques, c'est-à-dire avec une toute petite aiguille, hein, on met un petit peu de chacune de ces molécules sur les larves, puis on va regarder si elles sont operculées avant. Et ma réponse, oui. Si vous regardez ici, les cellules qui ont été traitées, elles sont operculées, vous voyez, bien plus vite. Au bout de 2 heures, vous en avez 65% d'operculés contre 20% pour les cellules qui n'ont pas été traitées. Alors, je dis, oh, là, on touche peut-être quelque chose. Donc, alors après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des leurres de larves en paraffine. Hein, on va acheter de la paraffine chez Sigma, je ne sais pas quoi, on la chauffe, et puis on mélange avec chacune des molécules à des concentrations différentes, et puis on met ça dans un cadre, dans des cellules vides d'un cadre de couvain. Donc ça, c'était le jeudi soir, le jeudi après-midi. Et puis le vendredi, je vais voir, alors j'avais bien avec une feuille en plastique, je savais où étaient mes leurres et tout ça, bon. Et puis le jeudi, je vais voir, et puis bah, forcément, elles n'avaient rien fait, tous les leurres étaient là, bon. Et je suis rentré à la maison, et puis j'ai dit à ma femme, bon, bah, j'ai rêvé, et puis voilà, c'est pas grave, j'ai essayé, c'était marrant, quoi. Et alors le lundi d'après, je reviens à Bure, et j'avais d'autres manips, et vous savez, j'étais en combinaison d'apiculteur et tout, et je passe à côté de la colonie. Je dis, oh allez, tiens, je vais quand même aller voir, quoi. Mais sinon, j'aurais pas... Vous savez ce que c'est, hein, faut allumer, faut aller chercher les trucs, bon... hein, bon. Qu'est-ce que c'est que la félurité? Voilà. Et là, je passe à côté, je dis, oh bah quand même, je vais regarder. Alors j'enlève le cadre, et puis tout était operculé. Je dis, bah non, j'ai dû me tromper de cadre, c'est pas possible et tout. Alors je regarde les autres cadres, je dis, bah non, c'est ce cadre-là, c'est pas possible et tout. Alors je vais chercher ma petite feuille en plastique, et là, ils avaient operculé sur les leurs. Alors j'étais comme un petit fou, j'étais dans la bouche, je dis, regardez ce qu'elles ont fait et tout. Voilà pour la petite histoire. Et la petite histoire, pour moi, d'une grande aventure. Bon, peut-être que pour vous, vous dites qu'il est un peu fêlé, mais pour moi, ça a été une grande aventure. Donc ces 3 molécules-là, que des méthyles, palmitate, oléate, linolénate et linoléate, 4 molécules, induisent le comportement d'operculation. Vous voyez, je crois que dans celle-là et celle-là, vous avez un leurre, vous ne voyez rien. Par contre, le contrôle, sans la molécule, jamais, ou les autres molécules, ça ne marche pas. Il n'y a que celle-là qui marche. Il y a des concentrations bien précises. Voilà. Donc, alors après, je collaborais à l'époque avec un labo du CNRS qui travaillait, eux, sur les fourmis et les termites. Et ils travaillaient sur, justement, la reconnaissance coloniale et sur les signatures chimiques. Les signatures chimiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent la reconnaissance coloniale entre les individus. Et il me disait, mais Yves, tu sais, tu as 10 molécules, tu devrais voir s'il n'y a pas des choses sur l'âge, sur tout ça. Et puis, bah, j'ai dit, bah, tiens, on va essayer. Donc, on a regardé avec Jérôme ce qu'il y avait comme ester, comme molécule sur des toutes petites larves, versus des larves juste avant l'operculation. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un profil, vous voyez, sur les jeunes larves qui est complètement différent du profil des vieilles larves. Hein? Donc, ce qu'on a fait, on a continué à faire des leurres, mais sauf que là, on a mis les leurres. Ah oui, comment on peut faire? Parce que, normalement, oui, bah, comment on peut faire? Parce qu'elles vont perculer les leurres qui ont les vieilles larves. Le mélange de vieilles larves. Et sinon, comment on peut faire pour voir le comportement spécifique qu'elles vont faire sur les leurres qui correspondent aux toutes petites larves? Les jeunes larves, vous les utilisez pourquoi? Ah, c'est des cellules. Ah, alors, justement,
Donc qu'est-ce que vous avez fait pour montrer ça? Oui, c'est ça, vous avez raison. Eh bien, on a pris des colonies qui étaient orphelines. Et elles ont fait des cellules. Normalement, notre hypothèse, c'est qu'elles fassent des cellules sur les leurres où il y avait l'odeur des petites larves et qu'elles operculent sur les vieilles. Voilà. Réponse, voilà, exactement. Ici, vous voyez, elles ont operculé sur les leurres avec l'odeur des vieilles larves et elles ont fait des cellules royales sur les leurres. Voilà. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Donc le mélange différent eh bien, est la signature chimique de l'âge des larves. Hein? Donc ensuite, comme on travaille à l'INRA, on s'est dit quand même, il faut voir si on ne peut pas essayer de faire du transfert pour les apiculteurs. Et nous, à l'INRA, à l'époque, et toujours, en tout cas dans mon équipe, on greffe comme ça, parce qu'on a toujours appris. Donc on fait nos propres cupules de cire, et on les colle sur des baguettes qui ont de la cire comme ça. Bon, c'est la vieille méthode, mais comme ça marche, nous, on ne complique pas. Et donc l'idée, c'était d'utiliser de la cire remplie de ces molécules, de chacune de ces molécules, à différentes concentrations, et de regarder si on n'avait pas des meilleurs résultats en production de gelée royale. Et alors, réponse oui. Avec le méthylstéarate, on obtenait plus de cellules acceptées par colonie. Avec le méthylinoléate, on obtenait plus de gelée royale par cupule. Et avec le méthylinoléate, on obtenait des larves qui étaient au moins un tiers plus grosses que les autres. Donc c'était vraiment incroyable. Et donc voilà, alors ça, on n'a jamais pu après aller plus loin pour essayer de transférer ça aux apiculteurs parce qu'il n'y avait pas de marché finalement. On en aura parlé, mais à l'époque c'était au moment où ils ont commencé à importer les reines chinoises qui leur ont fait une augmentation de production incroyable. Donc voilà, pour eux c'était un peu compliqué, on s'est arrêté là. Alors après on a montré que cette phéromone elle était produite à l'extérieur, au niveau de la bouche, régurgitée. On la trouve dans la glande, mais on ne sait toujours pas si c'est la glande qui la sécrète. Parce qu'on on n'a pas eu de financement pour ça, et c'est de la biologie moléculaire. Peut-être qu'un jour on le fera, mais pour l'instant on ne sait pas. En tout cas, on la trouve stockée dans cette glande salivaire des larves. Bref. Alors, ensuite, vous savez que les abeilles, elles ont la capacité de détruire très facilement les cellules royales. Quand ça ne va pas, elles les détruisent. Quand une cellule ne va pas, elles la détruisent, etc. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas aussi un lien entre ces phéromones et le fait qu'elles conservent bien les cellules royales. Alors pour tester cette hypothèse-là, on a déjà fait de la chimie, on a regardé s'il y en avait sur les nymphes de rennes, et oui, on a trouvé, je crois, 7 de ces composés, et on a toujours, avec la même méthode des leurres, ce qu'on a fait un élevage de rennes, comme ça, et puis on a découpé la petite cellule avec des micro-ciseaux, on a enlevé la nymphe, et on a mis la fausse nymphe en paraffine, soit rien, soit telle ou telle molécule, différentes concentrations. Et là, on s'est aperçu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle répare la cellule, vous voyez rien. Le lendemain, vous voyez rien. Elles ont tout réparé. Hein, et puis, alors, ces molécules-là agissent donc dans la reconnaissance des cellules par les ouvrières. Et donc, si vous utilisez ces molécules, elles vont conserver la cellule, quelquefois plusieurs semaines, sans la détruire. Donc, on a montré aussi en partie comment les ouvrières reconnaissent les cellules royales. Voilà, alors à côté de ça, ayant publié ça, il y a une équipe américaine d'une collègue qui s'appelle Tania, qui a utilisé ces esters et qui a montré que ça a un effet sur le comportement de butinage. Donc quand vous utilisez ces esters, eh bien, les abeilles vont récolter plus de pollen. Donc elle a montré ça. Ce
Ce qui fait qu'on se retrouve avec tout un tas d'effets incitateurs de ce mélange de phéromones, enfin de mélange d'esters émis par les larves, donc l'operculation, la reconnaissance de l'âge, la reconnaissance des cellules royales, la nutrition, et puis la modulation du butinage de pollen. Voilà, donc je pense que je vous ai bien convaincu qu'il y a des effets incitateurs. D'accord? Alors après, eh ben, on a été à la pêche au gros. Hein, on s'est dit, mais si ça a un effet incitateur, ça se trouve, ça a aussi un effet, voilà, ça a un effet sur le comportement, hein, ok? Ça se trouve, ça a un effet aussi sur le développement des ovaires et puis le développement des glandes hypopharyngiennes. Continuons à rêver. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des cagettes où on a mis des abeilles naissantes avec ou sans la molécule, hein, et là on les a nourries avec. Hein, et on a regardé la taille des ovaires, le développement des glandes hypopharyngiennes. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'éthyloléate, alors celui-là, il faut bien s'en souvenir aussi, l'éthyloléate et le méthylpalmitate, tout à l'heure on l'a vu celui-là, eh bien, stimule les glandes hypopharyngiennes. Vous voyez, une glande hypopharyngienne de nourrice bien développée. Donc celle-là va fabriquer plein de lait d'abeille, hein, on a appelé ça comme ça. Par contre, une glande hypopharyngienne de butineuse, vous voyez qu'elle est complètement atrophiée, mais elle fabrique quand même autre chose. Voilà. Et même chose pour les ovaires. L'éthylpalmitate et le méthylinolénate inhibent le développement des ovaires. Ça vous va, ça? Alors vous allez me dire, bon, vous êtes bien comme tous ces chercheurs, là, ils font des manips en cagette, mais c'est quoi dans la vraie vie? Hein, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la littérature. On prend 2 cagettes, témoins traités, on fait des répétitions et on publie. Alors là, pour répondre à ça, on a fait des petites colonies, des petits nucléi, qu'on appelle des triple cohortes, des colonies à triple cohorte, où avec un petit aspirateur, on vient aspirer des nourrices, des butineuses, et on fait naître des naissantes qu'on marque, voilà, à la naissance, et qu'on met dans un nucléi qui sera traité avec l'éthyloléate ou rien du tout, etc. Et on regarde ce qui se passe sur les glandes hypopharyngiennes et sur les ovaires, et on confirme ce qu'on a trouvé en cagette, c'est-à-dire ces molécules font bien ça. Voilà, donc en conclusion, ces phéromones de couvain, elles servent aux larves à s'identifier, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, mais elles servent aussi à me manipuler moi, la nourrice, pour que je reste physiologiquement nourrice. D'accord? Bon. Mais, oui, il faut que je reste à la ruche pour ça. Je pourrais me barrer et aller butiner. Ok? Donc il faut que je reste à la ruche. Et là, le grand point d'orgue dans ma vie, je rencontre Gene Robinson, qui est devenu un chercheur vraiment très très célèbre. Il est à l'Académie des sciences, enfin voilà. Je lui arrive pas à la cheville, mais on tombe amis et on collabore sur ce programme-là. Alors lui, il travaillait justement sur les régulations sociales. Et lui, ce qui l'a toujours fasciné, c'est de savoir comment les abeilles, entre elles, les abeilles adultes, s'organisent pour qu'il n'y en ait pas, qu'elles n'aillent pas toutes butiner ou qu'elles aillent, voilà, la division des tâches, voilà ce qui l'intéresse. Ça vous va, ça? Oui, mais c'est en corrélation par rapport au message. Alors, voilà, je vais vous en parler là. Exactement, c'est basé sur le polyétisme d'âge. Ça veut dire en fonction de notre âge, on ne fait pas la même chose. Donc on ne fait pas la même chose. Bon, vous connaissez ce schéma-là. Hein, au début, alors qu'est-ce qu'on fait là? On se repose. Vous voyez qu'on se repose beaucoup quand même. Hein. Et puis là, on se balade. Et puis là, on commence, comme vous dites, à nettoyer. On commence à nettoyer. Là, on commence à nettoyer. Là, on s'occupe de la reine. Là, on s'occupe d'operculer, etc. Et le grand changement, c'est quand on a 21 jours à peu près, on commence les tâches risquées d'extérieur. Risquées parce qu'il y a plein de prédateurs qui peuvent vous tomber dessus. Hein, et voilà. Ok? Donc,
lui, il travaille là-dessus et il se pose la question de fasciné en disant comment tout ça, ça marche. Donc ça marche, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, elle commence à nettoyer, au niveau physiologique, elles ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même une grande coupure quand elles ont à peu près 21 jours. Hein? Donc il y a des abeilles, on peut dire, d'activité d'intérieur et d'autres d'activité d'extérieur. Voilà. Normalement, votre abeille, c'est ce qu'on voit dans les bouquins, elle peut commencer à butiner à 21 jours. Hein, c'est ce qu'on dit. Mais nous, à l'INRA, on vous fait butiner une abeille à même moins que ça. Une abeille à 5 jours. Une abeille naissante, on vous la fait butiner à 5 jours. Hein? C'est facile, hein? Vous prenez un paquet d'abeilles naissantes, vous la mettez dans un nucléi avec une reine, et vous verrez, 5 jours après, vous allez des... Voilà. Oui, ça rapproche des choses d'ailleurs. Voilà. Hein? Mais à l'opposé, vous pouvez aussi retarder l'âge au butinage. Vous voyez, il y a des abeilles qui vont butiner très très tard. Et vous pouvez aussi même, elles réversent. Donc elles sont nourrices, elles deviennent butineuses, et puis elles ont besoin, le nid a besoin de nouveau de nourrices, elles vont redevenir, voilà. Donc il y a une plasticité. Et ça, c'est la clé du système. C'est qu'il y a une plasticité qui est extrêmement importante dans la division des tâches. On fait des tâches différentes en fonction de notre âge, mais il y a une plasticité très très importante. Donc Robinson, il se demande qu'est-ce qui gère cette plasticité. Et lui, il dit qu'il y a des facteurs hormonaux, génétiques. Alors oui, c'est vrai que nous, on a montré que par exemple, les Ligustica, elles butinaient plus tôt que les autres, que les mellifera. Enfin, il y a des facteurs génétiques, neurobiologiques. Donc, par exemple, l'hormone juvénile dont je vous ai parlé tout à l'heure, les races géographiques, neurobiologique, il y a une neurohormone, l'octopamine, qui induit le comportement de butinage, comme l'hormone juvénile. Et puis, il y a des facteurs exogènes, comme le comportement ou la communication chimique. Et la communication chimique, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va aller vers là. D'accord ? Alors, la communication chimique, lui, Robinson, il a son problème de qu'est-ce qui gère le développement comportemental de l'abeille du nid, de l'ouvrière nourrice, comment ça se fait qu'elle va aller butiner tôt ou tard, hein, son premier butinage. Eh bien, il montre très tôt que la reine a un effet important. D'accord ? La reine. Et du reste, vous l'avez bien vu, vous, parce que les colonies orphelines, vous voyez que les abeilles, elles se barrent, elles s'en vont. Elles deviennent butineuses très vite et puis après elles vont. Donc voilà, on aurait pu, vous auriez pu le deviner, mais lui il l'a montré avec des expérimentations. Donc voilà, ok. Et puis lui, ce qu'il voulait, c'est que lui, Robinson, on en parlera tout à l'heure. Ce qu'il avait montré, c'est que les vieilles abeilles, elles empêchent les autres d'aller butiner. Si vous enlevez les vieilles abeilles, les butineuses, les nourrices, elles vont aller butiner, et vice-versa. Ok ? Donc moi, ma question, c'était, que fait le couvain ? Sachant que, on sait que l'hormone juvénile dont je vous ai parlé, quand l'hormone juvénile augmente, la taille des glandes hypopharyngiennes se réduit. Quand l'hormone juvénile augmente, le développement comportemental s'accélère, elles vont butiner. D'accord ? Donc lui, il travaillait sur l'hormone juvénile. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que la phéromone de couvain empêche la production d'hormones juvéniles. Donc les abeilles, elles ne vont pas butiner. Et les glandes hypopharyngiennes, elles restent développées. Et bien, reste au nid. Hein, je suis le couvain. Je veux que les abeilles restent au nid pour s'occuper de moi. Ça va ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Toujours, on a fait des manips en cagette, hein, traités avec les phéromones, témoins sans la phéromone, et on leur faisait des prises de sang.
pour voir si elles avaient de l'hormone juvénile ou pas. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on leur donne pas de phéromones, eh bien, vous voyez que le taux d'hormones juvéniles est très important. Et quand on leur met des phéromones de couvain, le taux d'hormones juvéniles est beaucoup plus bas. Donc, c'était un premier indice, mais c'est peut-être ça. Mais maintenant, il faut voir ce qui se passe en termes de butinage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Toujours la même manip avec ces microcolonies. Microcolonies, ben voilà, je vous la présente, ok. Alors, c'est 500 butineuses, 500 nourrices, 500 abeilles émergentes. Et pour ça, ben, vous voyez, on prend un aspirateur qui est ici, avec une batterie. Et puis on aspire dans le nucléi qui est complètement hermétique avec un tube 500 butineuses quand on a fermé la ruche. Et ensuite on ouvre la ruche, on enfume bien, comme ça toutes les butineuses, les vieilles abeilles s'en vont, et puis on prend des nourrices. Et puis les naissantes, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est facile, vous venez le soir. Vous prenez un cadre qui est en train d'émerger, vous mettez à l'étuve et le lendemain, vous avez des centaines d'abeilles dedans, qui ont 12 heures maximum, quoi. Et là, vous pouvez les manipuler, elles ne piquent pas, vous les marquez. Et puis, donc voilà. Alors, on fait notre expérimentation. On regarde aussi l'hormone juvénile, ce qui se passe. Et on se colle à l'époque, parce qu'on n'avait pas de compteur, 2 fois 2 heures, 2 heures le matin, 2 heures devant la ruche, et puis on attend que les abeilles marquées sortent. Là, on a passé des heures devant la ruche. Ben oui, mais fallait en pas. Et qu'est-ce qu'on montre? Que toujours la même chose, si vous mettez de la phéromone de couvain, vous avez un taux d'hormones juvéniles qui est beaucoup plus bas que si vous n'en mettez pas, et elles vont butiner beaucoup plus tard que si vous ne mettez pas. Voilà. Donc on a bouclé la boucle et on a montré comme ça que les ouvrières, que les larves, grâce à leurs phéromones de couvain, eh bien, empêchaient entre guillemets, les ouvrières à aller butiner. Voilà, ça a été une partie des travaux qu'on a fait. Voilà, alors moi ça me parle énormément parce que je trouve que c'est quand même incroyable qu'on puisse découvrir que l'abeille a une telle complexité. On a découvert encore voilà, on n'a pas encore tout trouvé, quoi. Donc, et que les mêmes molécules aient un effet sur le comportement et un effet physiologique pour la même molécule. D'accord? Et voilà pourquoi aussi je suis un peu émerveillé, parce que si on regarde ce qui se passe chez nous, ou chez les mammifères par exemple, qu'est-ce qui se passe quand le nourrisson naît? Eh bien, il va émettre tout un tas de stimuli vibratoires, il va se mettre à crier, tactile quand il va se mettre à téter, etc. Mais finalement, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que pour les animaux, par exemple, la femelle ne va pas ovuler, l'ovulation va être bloquée, la lactation va être stimulée, et la maman, elle ne va pas aller au boulot. On est d'accord? Eh bien, les larves d'abeilles, une larve, c'est pas terrible les larves d'abeilles, eh bien, elles font exactement la même chose que ces mamans de mammifères. Voilà, et moi je trouve que c'est vraiment... voilà. Bon, alors, le troisième mécanisme, c'est l'inhibition des butineuses. Donc, Gene Robinson travaille là-dessus et il sait que les butineuses inhibent le comportement le développement comportemental des ouvrières, mais il ne sait pas comment. Donc, les ouvrières âgées inhibent. C'est transmis probablement par les antennes, par léchage ou par trophalaxie ou par la cuticule, mais en tout cas par contact, ça on le sait. Et donc l'objectif, c'est d'identifier l'inhibiteur. Donc aux États-Unis, il a un gros projet là-dessus, avec beaucoup de dollars. Et donc il me téléphone, il me dit « Yves, est-ce que tu veux qu'on qu'on teste la possibilité qu'il y ait une phéromone qui soit dans le coup ?»
Alors, je dis ouais, d'accord. Donc, on a pris une étudiante là-dessus en thèse qui s'appelle Isabelle Leoncini et qui a travaillé sur 2 hypothèses. Donc, un comportement particulier du style moi, je ne veux pas que vous alliez butiner, donc je vais fermer la porte. Je vais vous empêcher physiquement. Hein, je ne pense pas qu'elles le font. Mais on a quand même testé cette hypothèse, et ça pourrait être aussi un message phéromonal. Donc pour tester la première hypothèse, eh bien on a utilisé des ruches vitrées comme ça, et puis on a marqué des butineuses, et puis on a regardé si c'est pas ces butineuses qui empêchaient, s'il n'y avait pas des interactions du type agressif et tout, mais on n'a rien vu. On n'a vraiment rien vu. Alors ça ne veut pas dire c'est la même chose, que ça n'existe pas, mais nous on n'a rien vu. Hein, donc on a continué vers l'autre hypothèse, l'hypothèse d'une phéromone. Donc pour ça il y a plusieurs approches différentes. Faire des extraits de butineuses, mais là on se retrouve avec des centaines de molécules, et au niveau chimie c'est très très compliqué. Il faut faire des fractions. Dans chaque fraction on a de nouveau énormément de molécules qu'il faut tester, et voilà, donc on s'est un peu cassé les dents là-dessus. Et l'autre possibilité, c'est de comparer des profils chimiques entre nourrice et butineuse, avec en chromatographie phase gazeuse. C'est ce que je vais vous exposer tout de suite. Voilà un chromatographe en phase gazeuse qui vous montre toutes les molécules que vous avez dans un extrait de nourrice ou de butineuse. Et là, on regarde, bon, ça c'est les mêmes pics, ça c'est les mêmes pics, et celui-là, il est toujours plus important chez la butineuse que chez la nourrice. Et c'est en fait l'oléate d'éthyle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on continue, on se dit, tiens, et là, il y a peut-être quelque chose à voir. On teste l'oléate d'éthyle dans ces conditions naturelles de nucléides, que je vous ai exposé tout à l'heure. Et puis, on regarde le premier butinage des abeilles qui sont marquées. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'avec les fortes doses, donc une dose qui est à peu près 10 fois plus forte que ce qu'on peut trouver dans la ruche, eh bien, ça inhibe. Vous voyez, elles vont butiner plus tard. Et si on prend une faible dose, c'est pareil. Il y a un effet qui est fort de la faible dose par rapport aux témoins. Voilà, donc on a pu montrer aussi avec d'autres tests de chimie que cette molécule, elle est synthétisée par les abeilles adultes, hein, en prenant des précurseurs marqués. Donc on a retrouvé le marquage en chimie, donc c'est bien une phéromone qui est fabriquée par les abeilles adultes. Voilà, donc ça, on a publié ça parce qu'à l'époque, en 2004, c'était des choses qui étaient vraiment intéressantes au niveau scientifique. Donc on a publié ça dans un très bon journal, et ce qui nous a permis d'aller plus loin et d'obtenir un financement de Human Frontier for Science. Donc c'est un trust international qui a pour objectif de mettre des équipes internationales entre elles, et il nous donne de l'argent sur un programme qu'on a en commun. Et donc ce programme, c'était de connaître l'histoire de cette molécule éthyloléate qui est fabriquée par la butineuse. Où est-ce qu'elle est fabriquée? Par quel précurseur? Quels sont les gènes? Voilà, toute l'histoire de cette molécule. Donc c'est ce qu'on a fait en collaboration avec l'université de Vancouver, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis l'université en Allemagne. Et donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour fabriquer l'éthyloléate, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'éthanol et il faut de l'acide oléique. Donc de l'acide oléique, il y en a partout. Hein, vous regardez dans une abeille, en fait il y en a beaucoup dans le pollen, et vous regardez dans tous ses compartiments, dans les molymphes, il y en a partout de l'acide oléique chez l'abeille. Mais l'éthanol, normalement, c'est les mammifères par exemple, ou les animaux ne fabriquent pas de l'éthanol. L'éthanol, elle vient de la fermentation du sucre. En fait, le nectar, il est produit par les fleurs. C'est de l'eau et du sucre.
mais vous avez aussi des levures partout dans la nature, qui sont amenées par le vent, etc. Et ces levures se retrouvent dans les fleurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça fermente, ça fait de l'alcool. Donc, voilà. En tout cas, pour faire l'éthyloléate, il faut de l'éthanol et de l'acide oléique. On a identifié les gènes, enfin en tout cas certains des gènes qui réalisent cette molécule qui les stérifie. On a vu que ces gènes sont placés le long de l'ésophage, donc voilà, l'ésophage, et que dans les régurgitats, c'est-à-dire quand on fait régurgiter les abeilles, eh bien, on peut recréer la molécule. Et on en retrouve également beaucoup sur la cuticule. Donc on pense que c'est fabriqué au niveau de l'ésophage par les gènes qu'on a identifiés ici. Et ça passe de l'ésophage dans l'hémolymphe, et de l'hémolymphe, c'est transporté par des protéines jusqu'à la cuticule. Et c'est sur la cuticule qu'on en trouve le plus. Alors je vous signale que tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, pour dîner, vous allez peut-être prendre un petit apéritif ou un petit vin ou que sais-je. Et demain, si je vous prends un cheveu, excusez-moi, eh bien, je regarde, qu'est-ce que je vais trouver de l'éthyloléate. Donc c'est une façon qu'on a de détoxifier. L'éthanol, on le détoxifie en partie en faisant une molécule, l'éthyloléate, qu'on va relarguer à l'extérieur. Donc les abeilles, c'est ce qu'elles font également. Donc moi ce qui m'embête, c'est qu'on a quand même une image merveilleuse de cette butineuse qui n'arrête pas de butiner, etc., qui travaille pour la colonie. Mais en fait, si elle est comme nous, je me demande quand même pourquoi elle va sur la fleur. Est-ce que c'est pour le sucre? Ou est-ce que c'est pour l'alcool? Est-ce que c'est pour les deux? Connaissant la nature humaine, je ne sais pas ce qu'on peut conclure. Hein, sachant que, ben voilà, on a le même processus de détoxification. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit être déçu de ce comportement de nos butineuses? On ne sait pas encore si elles le font pour aller chercher comme nous de la bière ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on le prouve. Voilà, alors voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet éthyloléate, il est fabriqué par les larves, il a un effet sur l'âge au butinage des nourrices, il est fabriqué aussi par les vieilles abeilles avec le même effet, et on le retrouve aussi fabriqué chez la reine. Voilà, je vous ai demandé tout à l'heure, rappelez-vous que la reine émet aussi cette molécule. Voilà, donc c'est par rapport à notre papillon tout à l'heure, on a quand même encore plus de complexité, quoi. La même molécule qui est émise par 3 acteurs de la colonie, des acteurs différents. Ensuite, la molécule, elle peut avoir, comme le méthyloléate, des effets incitateurs sur l'operculation, mais également des effets incitateurs différents, pardon, sur le cours de la reine, sur la cour de la reine. Tout à l'heure, je vous ai dit, rappelez-vous du méthyloléate, qui induit la cour de la reine avec le 9-ODA. Hein? Et bien là, en fonction du contexte, la réponse comportementale va être différente. Vous n'avez jamais vu une reine se faire operculer. Voilà. Hein? Donc, en fonction du contexte, la réponse comportementale est différente. Là encore, de la complexité. Là, c'est l'histoire que je viens de vous dire avec l'éthyloléate, avec des aspects de phéromones modificateurs et incitateurs. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'on le pensait il y a 20 ans ou il y a 30 ans avec l'histoire de phéromones. Hein. Nouveau rebondissement, en 2006, vous avez la séquence du génome de l'abeille. À l'époque, en 2006, c'était un des rares organismes à se faire séquencer. Et donc, ça a permis aux chercheurs de connaître le nombre de gènes, à peu près 11 000 gènes,
Et parmi ces gènes, on en connaissait la moitié, par rapport à si on les comparait aux autres insectes, etc. Hein. En tout cas, on a identifié tous les gènes, même si on sait pas à quoi servent ces gènes-là. Et ça nous a permis de savoir quels gènes travaillent, pendant que quels autres gènes ne travaillent pas. Tout simplement en quantifiant les ARN messagers, qui sont l'intermédiaire entre le gène et la protéine. Donc ça, on le fait, c'est la cuisine, hein, vous inquiétez pas. Hein, peut-être que dans vos cours de bio, vous vous rappelez le gène qui émet l'ARN messager, qui lui, avec les ribosomes, font la protéine. Hein. Voilà, ben nous, on teste l'ARN messager. Donc plus un gène émet d'ARN messager, plus il travaille. Et vous avez certains gènes qui n'émettent pas, ou même jamais, d'ARN messager. Hein. Et vous en avez d'autres qui émettent des ARN messagers quand l'abeille est jeune, et l'autre, voilà, quand l'abeille est vieille. Et Gene Robinson, il a été un peu précurseur, parce que ça a été lui le grand Manitou pour la séquence, et tout de suite, il s'est dit, je vais aller voir quels sont les gènes qui travaillent chez les abeilles nourrices, et qui ne travaillent pas, et quels sont les gènes qui travaillent chez les abeilles butineuses. Et donc vous voyez en jaune les gènes qui travaillent. Chaque ligne, c'est un gène. Donc vous voyez ici, chez les abeilles nourrices, vous avez tous ces gènes qui travaillent, alors qu'ils ne travaillent pas chez les abeilles butineuses. Hein. Et inversement, vous avez tous ces gènes-là qui travaillent chez les abeilles, qui ne travaillent pas chez les abeilles nourrices et qui travaillent chez les abeilles butineuses. Ça vous va, ça? Alors nous, forcément, on se dit voilà, nos phéromones, on va les mettre dans le système, avec nos petites cagettes, puis on va regarder s'ils arrivent à faire bouger tel ou tel gène. Et effectivement, on a montré que avec la QMP, la phéromone mandibulaire, eh bien, ça laisse les abeilles butineuses, nourrices comme ça. Hein, donc on obtient ce profil. Et avec la phéromone de couvain, donc moi je suis allé chez lui pour faire ça. Hein, et on a montré que quand on met des abeilles en présence de la phéromone de couvain, eh bien c'est ces gènes-là qui sont surexprimés et c'est ces gènes-là qui sont sous-exprimés. Et c'est le pattern, hein, le profil d'une abeille nourrice. Donc on voit bien l'effet de la phéromone sur l'action des gènes. La phéromone qui agit profondément pour inciter les gènes, tel ou tel gène, à fonctionner et empêcher d'autres gènes de fonctionner. Ça vous va? Hein? Donc ça, c'était pas mal. Alors, bon, c'est pour vous dire qu'on peut aller vraiment, avec ce modèle-là, c'est un beau modèle, mais on peut aller aussi très, très au cœur des systèmes biologiques, quoi. Hein, et c'est formidable pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Probablement pas énormément. Pourtant, j'espère que je vous ai fait un peu rêver ce soir, mais on n'en sait pas énormément, finalement. Pourquoi? Regardez, très récemment, en 2009, on a eu la chance, justement, Human Frontier for Science. Hein, moi, j'avais dit à Erika Pletner, là, de Vancouver, je lui ai dit, écoute, moi, je voudrais réserver un petit budget pour regarder les volatiles qui sont sur les larves, c'est-à-dire des molécules qui sont très volatiles, comme celle, vous savez, le thymol, ça s'évapore très vite, très volatile. Et parce qu'on avait à notre disposition des nouveaux outils, des petites fibres. Vous savez, c'est comme un stylo bic qu'on ouvre et qu'on ferme. Quand on ouvre, il y a des fibres spéciales qui vont capter les volatiles, et ça, vous mettez ça directement dans votre chromato, et vous voyez le pic, le spectre que je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut identifier les molécules comme ça. Et donc, voilà, j'avais envie de faire ça. Et en fait, c'est Alban Maisonas, que vous connaissez peut-être parce qu'il travaille à l'Institut, à l'ADAPI maintenant. Hein, Alban. Donc c'est lui qui a fait ça. Il a découvert que le bêta-ocimène est produit par les larves, et surtout par les jeunes larves. Beaucoup moins par les vieilles larves. Et forcément, il a testé l'hypothèse que ça agisse sur les ovaires. Et réponse, oui, ça agit aussi sur les ovaires. Donc ça a un aspect primer aussi, sur la physiologie. Et ce qu'on pense, en fait,
c'est que comme c'est les très jeunes larves qui émettent cette phéromone, il a montré aussi que ça, au contraire, ça accélère l'âge au butinage. C'est-à-dire que les abeilles, elles vont aller butiner très tôt. Donc, s'il y a beaucoup de jeunes larves dans la colonie, il y a beaucoup de cimènes, et les abeilles, au lieu d'attendre, elles disent non, non, il faut que j'aille chercher du pollen. Hein, et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des larves qui sont presque en cours d'operculation, et là, on n'a plus besoin de les nourrir, on a besoin de rester pour les chauffer. Et là, c'est les autres molécules qui interviennent, les premières, et qui leur disent non, non, maintenant, il faut rester. Donc c'est comme ça qu'on interprète. Alors là, encore, on peut se tromper, mais c'est un modèle qu'on propose, qui peut-être sera démoli par d'autres après, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Hein, et puis, alors, maintenant, si on regarde la reine, la glande mandibulaire, elle est là, donc je vous ai parlé en rouge. Hein, donc on sait déjà des trucs. Là, vous avez la glande tergale, hein, qui a été coupée en deux, on a fait des lames, on sait plein de molécules et tout, mais on ne sait pas à quoi elle sert. On ne sait toujours pas à quoi elle sert. Donc là, il y a du boulot. Parce que si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Ici, la glande tarsale de la reine, pareil, on l'a coupée en petits morceaux, on a identifié des composés, on ne sait pas à quoi elle sert. Hein, donc là, il y a du boulot. Hein, et alors nous, ce qu'on a fait avec Alban, c'est qu'on a enlevé la glande mandibulaire de la reine, hein, en l'opérant, et puis on l'a remis dans une colonie, et bien il y a toujours le comportement de cours. Et elle inhibe toujours les ovaires des ouvrières. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Donc on est en train d'essayer de trouver ce qu'il y a comme autre molécule. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Ok, alors les phéromones, elles sont intéressantes aussi dans le contexte des mortalités d'abeilles actuellement. Vous savez, tous ces stress, et surtout les pesticides, mais aussi nos ÉMA. On s'est intéressé à nos ÉMA pour savoir si, ce qui se passait au niveau des régulations sociales. Et est-ce que, par exemple, les pesticides, ils sont pas capables, seraient-ils pas capables d'inhiber ou au contraire de stimuler la production de phéromones et que ça déstabiliserait complètement l'équilibre des relations entre les abeilles nourrices et les abeilles butineuses, etc. Hein, et même chez la reine, la production de phéromones chez la reine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'effet de nos ÉMA sur les reines, sur la production de phéromones des reines, et puis on a regardé aussi sur la production de cette phéromone, l'oléadéthyle, chez les butineuses. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a essayé aussi de regarder pour l'imidaclopride. Donc on a vu que par rapport aux abeilles contrôle qui n'ont ni l'imidaclopride ni le nosema, eh bien, on a à peu près cette production de 100 nanogrammes d'éthyloléate par abeille. Par contre, si vous mettez l'imidaclopride, ça n'a pas d'effet. Cela dit, nous on a utilisé ce modèle-là, mais il y a d'autres publications qui ont montré qu'avec d'autres pesticides, c'était l'inverse. On avait des surproductions de phéromones, et donc là aussi ça pourrait expliquer que nos colonies elles sont déstabilisées. Et par contre, le nosema, vous voyez, fait produire pratiquement 6 fois plus d'oléadéthyle que le contrôle. Donc ça c'est intéressant parce qu'on se demande si c'est pas nosema qui manipule l'abeille pour pouvoir se disperser. Voilà, même chose sur le 9-ODA, donc la phéromone mandibulaire. Donc ça c'est toujours avec le nosema. Vous voyez ici le contrôle, et là le nosema, encore une fois, il y a plus de phéromones mandibulaires de 9-ODA, produites par les abeilles qui ont été en contact avec le nosema. Et par contre c'est l'inverse sur cette molécule, le HOB, qui fait partie de la glande mandibulaire de la reine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? On ne le sait pas. En tout cas, ça a un effet. Donc, l'imidaclopride, on n'a pas trouvé d'effet, mais je vous dis, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé. Il y a d'autres papiers qui utilisent d'autres composés qui, eux, en ont trouvé.
Voilà, donc le message, c'est quoi de tout ça? C'est la communication chimique, c'est complexe. Il y a des synergies qui s'opèrent. La réponse est dépendante du contexte. Est-ce que ces molécules, ce sont des mots pour faire des phrases? Peut-être. Je ne sais pas comment le démontrer, mais... Il faut bien une dénomination. Voilà. Pourquoi pas. Et pourquoi tant de molécules? Là encore, c'est intéressant de se poser la question. Voilà. Alors pour finir, on a parlé de communication. J'ai parlé beaucoup de communication chimique parce que c'est mon domaine. Je vous ai raconté un peu une partie de ma vie de chercheur qui a été, vous l'imaginez, puisque vous aimez les abeilles, fantastique. Pour moi, ça a été un bonheur, une grande chance de pouvoir faire ça. Je le reconnais, franchement. Et de collaborer avec plein de gens merveilleux. Parce que là, je ne suis pas tout seul, on est des dizaines à avoir travaillé dessus. Hein, c'est ça qu'il faut. Vous m'entendez là encore? Voilà, on est des dizaines à avoir travaillé là-dessus. Donc c'était une aventure merveilleuse. Alors, une autre aventure, ça a été de rencontrer Martin Benzik, qui travaille à l'université de Nottingham. Il est prof de physique, mais en fait, il est français. Peut-être vous connaissez son papa, Monsieur Benzik, qui est de Lyon. Hein, et donc il est apiculteur. Et lui, Martin, il est spécialiste des vibrations. Et il utilise pour capter ces vibrations un appareil qui est très sensible, qui s'appelle un accéléromètre. Et donc un jour, on se rencontre bien, à Montpellier, au Happy Mondial Montpellier, et il me dit « Ah ben Yves, j'aimerais bien qu'on essaye de collaborer ensemble, je voudrais travailler sur les abeilles, je suis spécialiste des vibrations et tout. » Puis je dis « Bon, ouais, si vous voulez, pourquoi pas et tout. » Et puis donc, son idée, lui, avec son père, c'est qu'il avait déjà mis son accéléromètre dans une ruche et il avait montré qu'on pourrait éventuellement prédire l'essaimage, à peu près 10 jours avant. Et un accéléromètre, celui qui préconise, ça vaut quelques euros. Donc ça serait peut-être un outil pas cher pour monitorer. Voilà. Et alors il me dit, voilà, ça serait bien d'essayer ça. Et puis nous, comme on travaille chez nous beaucoup sur la santé des abeilles, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ça pour savoir si ta ruche, elle est en bonne santé ou pas. Et donc, on a fait un projet de recherche à l'Europe qui s'est fait bananer une fois, 2 fois, et la 3e fois, bingo, on a eu de l'argent pour travailler ensemble. Voilà. Et donc, on a travaillé pendant 3 ans. Ça, c'est son système électronique avec son microcontrôleur. Hein, qui est gros comme, je sais pas, une cacahuète à peu près, une cacahuète, hein, et que vous mettez sur la ruche, etc. Ça, c'est notre système où on avait 20 colonies qu'on filmait pour voir s'il y avait de l'essaimage. Et lui, il avait mis des accéléromètres dans toutes les ruches et tout. Et résultat, oui, on peut prévoir l'essaimage entre 5 et 10 jours avant. Donc on a publié ça, et maintenant il faut qu'on passe au stade de, comment dirais-je, de la valorisation. Hein. Et puis on a montré aussi que on pouvait aussi reconnaître si le cycle de votre colonie était normal. Si le cycle de la colonie n'est pas normal, ça peut vous donner une alerte. On est en train de travailler aussi sur les sons émis par les varrois. A priori, il y aurait des sons qui seraient spécifiques du varroa. Et si c'est le cas, on pourrait mettre cet accéléromètre dans votre colonie. Et puis, si vous dépassez un seuil, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup de varroa, il faut venir traiter. Donc, on a fait tout ça, on a beaucoup de données, énormément de données, parce qu'on a des données pendant 3 ans, et on est en train d'extraire tout ça. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et ce qui est vraiment, dans le contexte de cet exposé, c'est la communication. Martin, il a trouvé 6 profils vibratoires, c'est-à-dire on ne les entend pas, nous, on n'entend pas. C'est pour ça qu'on ne les a pas trouvés. 6 profils, c'est toujours les mêmes, il les a décrits, qui sont émis par les abeilles. Alors quand il les transpose en son, on peut les entendre. Donc, vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire? Si elles émettent ces sons, c'est comme les phéromones finalement.
Pourquoi elles émettent ces sons? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça a des effets sur la physiologie? Si on les met avec les phéromones, qu'est-ce que ça fait? Oh là là, c'est encore plus de complexité. Voilà, donc vous avez entendu comme un chat qui ronronne, et puis après le pac, comme ça. Voilà, et donc on a identifié 6 Voilà, alors pourquoi? Si elles le font, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et donc on voudrait savoir pourquoi. Avec quoi elle produit le son? Ben, on ne sait pas. On l'a juste détecté. Alors par contre, on a mis le capteur dans le cadre. Et donc on pense que c'est une abeille ou plusieurs abeilles qui sont autour, mais ce n'est pas directement sur le capteur, c'est transmis par le cadre, par le comment dirais-je, le rayon. Voilà. Donc en fait, elle peut rentrer, elle, en vibration, et c'est le cadre qui retranscrit cette vibration. C'est ce qui se passe du reste sur la danse des frétillantes. C'est montré ça, que la vibration va assez loin sur le rayon. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui.